silence ainsi, dans un murmure de voiles et une lumière tranquille. Nous sommes en novembre 1872, dans le port de New York. Le navire se balance doucement contre le quai. Une goélette à 2 mâts solides, fraîchement rénovée, avec une coque luisante qui renvoie des reflets d'acajou sombre. À ceux qui la regardent, elle inspire confiance comme un cheval bien dressé, prêt pour un long voyage. À bord, l'équipage s'affaire. Pas de cris, pas de chaos, seulement cette organisation calme que l'on retrouve chez les marins expérimentés. Le capitaine Benjamin Briggs, un homme respecté, pieux et réfléchi, vérifie une dernière fois la liste des cargaisons. Plus de 1700 barils d'alcool industriel scellés dans la cale. Une marchandise précieuse et dangereuse. Briggs n'était pas parti seul. Cette fois, il a emmené avec lui sa femme Sarah, douce et attentive, et leur petite fille de 2 ans, Sophia, qu'il porte souvent au creux du bras. Pourtant, jamais Briggs n'aurait pris ce risque si le navire n'avait pas été sûr. C'est ce qui rend la suite encore plus troublante. L'équipage, lui, est composé de marins triés sur le volet, des hommes solides, capables, sans histoire. Chacun a une fonction précise. Le second officier, les matelots, le cuisinier, le charpentier. Tous s'entendent bien, tous ont navigué assez longtemps pour savoir reconnaître un mauvais pressentiment. Et ce jour-là, aucun n'en ressent. La Marie Céleste quitte le port sous un ciel d'un bleu pâle, comme lavé par le vent. Sa voiture tendue sur une mer calme. Personne ce matin-là ne se doute qu'ils sont en train de voir l'équipage pour la dernière fois. Les premiers jours en mer se déroulent sans bruit. Sarah, dans sa cabine, écrit dans son journal. Le voyage commence paisiblement, comme une bénédiction. Briggs, lui, note dans le registre la météo, la direction du vent, la vitesse du navire. Rien d'inquiétant, tout est normal, presque trop normal. Sur le pont, les hommes bavardent, rient, partagent des repas simples. Le navire glisse sans effort, porté par une brise régulière. La Marie Céleste semble heureuse, mais parfois, quand le soleil descend, un autre décor se met en place. La mer devient plus lourde, le ciel plus austère, et dans ces instants, certains marins affirment plus tard avoir senti quelque chose. Pas de la peur, mais un pressentiment léger, une fragilité dans l'air. Rien de concret, juste cette sensation étrange, comme si la mer soudain écoutait. Puis les jours passent, et la vie continue. Briggs joue avec sa fille sur le pont. Sarah relit quelques notes d'Aristote. Elle aimait la philosophie. Les marins réparent les cordages, ajustent les voiles, surveillent l'horizon. Rien ne laisse présager la disparition. Rien ne laisse deviner que ce navire si calme, si ordonné, va devenir l'un des plus grands mystères maritimes de tous les temps. Puis un soir, alors que le soleil glisse vers l'eau comme une pièce d'or abandonnée, le vent tourne. La Marie Céleste avance toujours, mais quelque chose a changé. Ce n'est qu'un frisson presque invisible, un souffle dans la toile, un silence un peu trop profond. La mer, elle, ne dit rien, mais elle avait commencé à refermer ses secrets. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard qu'elle les laissa remonter à la surface. Nous sommes le 5 décembre 1872. Le Dei Gracia, un autre navire marchand, avance lentement dans une mer calme, quelque part entre les Açores et les côtes de l'Europe. À son bord, le capitaine David Morehouse, un homme méthodique et prudent, surveille l'horizon depuis la barre. Le soleil décline, laissant une lumière pâle glisser sur l'eau. Puis, quand l'un des matelots s'approche, les yeux plissés. « Capitaine, là-bas, un navire, il dérive, je crois. » Morehouse attrapa sa longue vue. Au loin, une silhouette, une goélette, voile mal réglé, inclinée comme si elle avait été laissée à elle-même. Il ajuste le focus et son cœur se serre. Le nom apparaît lentement, comme gravé dans la lumière du soir.
Marie Céleste. Il fronce les sourcils. Il connaît le navire, connaît Briggs. Les deux capitaines avaient même dîné ensemble à New York quelques jours avant le départ. Alors, immédiatement, quelque chose l'inquiète. La goélette approche, portée par un vent irrégulier. Un navire sans équipage visible. Pas de silhouette sur le pont, pas de mouvement, juste ce grincement de bois, sinistre comme un souffle ancien. Morehouse décide d'envoyer une équipe. À mesure que la Marie Céleste se rapproche, le silence devient presque pesant. Les marins du Dei Gracia échangent un regard. Ils ont déjà vu des navires abandonnés, victimes de tempêtes ou de maladies. Mais jamais ils n'ont vu un navire qui semble étrangement vivant, tout en étant vide. Des hommes montent dans une chaloupe et rament vers la goélette. Le bruit régulier des rames tranche avec l'immobilité de la mer. Lorsqu'ils s'accrochent enfin à la coque de la Marie Céleste, un frisson les traverse. Le bois est solide, la peinture encore fraîche. Aucun signe d'un naufrage. En grimpant à bord, ils sentent immédiatement que quelque chose ne va pas. Le pont est abandonné, mais pas détruit. Les voiles pendent, certaines arrachées, mais la structure tient bon. Une corde traîne dans l'eau, comme si un canot avait été mis à la mer, puis perdu. Les hommes avancent lentement, le silence est total. Ils appellent Capitaine Briggs, Sarah, quelqu'un. Rien, juste le vent, un murmure qui s'échappe entre les cordages. Ils descendent dans les cabines, et c'est là que le mystère prend forme. Le lit du capitaine est soigneusement fait. Le coffre de Sarah est ouvert, mais ses vêtements sont encore là. Le violon d'un marin repose dans un coin, intact. La table de la salle commune montre des signes d'un repas interrompu. Et le plus étrange, le journal de bord est posé sur la table, ouvert à une page qui ne signale aucun danger. Le dernier message date de 10 jours durant lesquels le navire a dérivé. Dans le silence le plus complet, dans la cale, la cargaison est intacte. Aucun incendie, aucune fuite, pas d'explosion, pas d'eau envahissant le navire. Tout est là, tout sauf l'équipage. Un marin murmure, on dirait qu'ils se sont volatilisés. Un autre répond, non, pas volatilisés, partis. Mais pourquoi ? Car la goélette, malgré son état délaissé, était encore navigable. Personne n'aurait dû l'abandonner ainsi. Lorsque les marins remontent sur le pont, un vent froid se lève. Le soleil décline encore, la Marie Céleste, seule au milieu de l'Atlantique, semblait attendre, comme un témoin silencieux d'un événement que personne n'a vu. Morehouse, en apprenant les détails, pâlit. L'histoire ne tient pas debout. Briggs était prudent. Sarah ne serait jamais montée dans un canot en pleine mer sans raison. Et jamais un équipage entier, pas même les matelots les plus superstitieux, n'aurait abandonné un navire en bon état pour se jeter sur les vagues. Quelque chose s'était passé d'abord, quelque chose d'assez fort pour convaincre un équipage tout entier de disparaître. Mais quoi ? La mer, elle, restait muette, et la Marie Céleste dérivait encore, prête à livrer ses secrets ou à les dissimuler pour toujours. Le capitaine Morehouse resta longtemps silencieux en observant la Marie Céleste dériver doucement, comme si elle flottait entre deux mondes. Les flots se refermaient derrière elle, et le vent semblait chuchoter une histoire que personne n'avait encore comprise. Il n'y avait aucun corps, aucune trace de lutte, aucune lettre de détresse, juste une absence. Alors, en bon marin, Morehouse prit une décision. Ramener la goélette au port, la remorquer, la sauver elle au moins, puisque son équipage avait disparu. Mais dans l'esprit de ces hommes, les questions s'accumulaient. Que s'était-il passé là-bas ? Lorsque la Marie Céleste arriva enfin au port de Gibraltar, les autorités lancèrent une enquête.
Un navire trouvé ainsi à la dérive réveillait immédiatement toutes les superstitions, toutes les peurs, toutes les rumeurs, et très vite les hypothèses commencèrent à naître comme autant de silhouettes au milieu du brouillard. La première hypothèse fut la mutinerie. C'était la première idée des enquêteurs. Peut-être que les marins s'étaient soulevés contre le capitaine. Absolument rien sur le navire n'indiquait une lutte violente. Pas de sang, pas d'armes manquantes, pas de traces de coups. Et surtout, la solde des marins était restée là. Personne n'avait tenté de voler l'argent. Les mutins, s'il y en avait eu, auraient pris l'or. Or, l'argent était resté. On abandonna donc cette piste. La seconde hypothèse fut les pirates. On imagina alors une attaque, un raid soudain. Mais là encore, l'idée ne tenait pas. Les pirates ne laissent jamais un navire indemne. Ils pillent, ils brûlent, ils détruisent. Cependant, tout à bord était intact. La Marie Céleste n'avait pas été attaquée. L'hypothèse 3 serait un phénomène naturel. Une vague scélérate, un tourbillon soudain, un séisme sous-marin. Ces événements rares peuvent effrayer d'un équipage. Mais aucun n'explique pourquoi personne n'est revenu d'abord après coup, surtout si le navire était toujours navigable. Alors l'enquête continua. Enfin, la dernière hypothèse, et la plus probable, serait la peur, pure et simple. C'est peut-être la plus humaine et la plus tragique. Peut-être qu'un événement inquiétant est survenu. Un bruit étrange venant de la cale, une odeur de gaz, un craquement dans la structure, un sentiment d'urgence. Le capitaine Briggs aurait alors ordonné d'embarquer temporairement dans le canot pour observer à distance. Un vent aurait soufflé, la corde aurait rompu, et en quelques minutes le canot aurait disparu dans les vagues. Briggs et les siens se seraient éloignés, impuissants, tandis que la Marie Céleste, vide, continuait sa route, poussée par le vent. Ce scénario, simple et cruel, est peut-être le plus logique. Il ne laisse aucune place à la violence, juste à la malchance, à la mer. Après l'enquête, la Marie Céleste fut libérée. On la remit en service. Elle continua à naviguer pendant des années, mais jamais plus elle ne retrouva une vie normale. Les marins refusaient de monter à bord. On la disait maudite, hantée, habitée par l'ombre de ceux qu'elle avait perdus. D'un voyage à l'autre, elle se dégrada. Le bois grinçait davantage, les voiles se déchiraient plus vite, comme si le navire lui-même se fatiguait. Un navire peut mourir, mais certaines histoires refusent de disparaître. Encore aujourd'hui, la Marie Céleste reste l'un des plus grands mystères maritimes de l'histoire. Un navire retrouvé intact